22h24, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport et sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image, vous avez l'image de Jonathan Macardy, l'image d'Alpha Baldé. On a été en plein avis tranché, on a parlé de Kylian Mbappé et tout de suite c'est l'avis de Jonathan. C'est beau. Voilà, en plus, c'est Jonathan et je suis vraiment jeune. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Mais moi, je suis vraiment jeune en plus. En plus, toi, t'es vraiment jeune. C'est génial. Ça, c'est quand même génial parce que cette blague, jamais personne ne l'avait faite. Il a fallu qu'un gamin la fasse sur une vidéo. Hein? Flo, il a pas sorti. Peut-être qu'il l'avait déjà fait, mais en tout cas, moi j'avais jamais entendu ça. 1 million de vues le mec, sur le gamin sur YouTube. Alors, les petites vierges effarouchées qui m'envoyaient blagues racistes sur toi et tout de tes collègues. Non, on se détend, c'est quand même assez marrant quoi. Oui, mais enfin bon, qu'est-ce qui est jaune et qu'attend Jonathan? Tous les Jonathans sont pas forcément jeunes comme toi. Ouais, exactement. Bref, ton avis tranché, Jonathan, tu voulais nous parler du nouveau rôle de directeur sportif. Bon, on va essayer de redevenir sérieux. Alors écoute, je suis assez confiant. C'est bien de profiter un peu de l'été comme ça, on n'a pas cette pression de l'actualité, des résultats, des matchs qui défilent pour essayer d'aborder des sujets un peu plus de fond. Et je pense modestement c'est ce que je vais essayer de faire en ayant discuté avec un tweetos qui s'appelle Romain, qui m'a donné cette idée d'avis tranché. On en a discuté ensemble et je pense que c'était une très très bonne idée. Donc en fait, c'était de voir quel est le rôle du directeur sportif dans cette espèce de nouveau contexte et de ce nouveau contexte du marché du transfert, du marché des transferts. Donc quand je parle de nouveau contexte, qu'est-ce que c'est? On va les énumérer assez rapidement. C'est les droits télé en première ligue qui font que les clubs ont une puissance financière qui marche à plein. Même chose en Turquie, les nouveaux droits télé en Turquie qui font que ces clubs turcs ont de plus en plus de moyens et peuvent aligner des indemnités de transfert beaucoup plus importantes et des salaires beaucoup plus importants. On a des marchés émergents comme la Chine qui proposent des salaires alléchants et qui peuvent payer des indemnités et des clauses de départ très importantes. Donc en fait, on a une sorte d'inflation globalisée, symbolisée par quelques gros transferts. Donc on a eu l'année dernière Pogba, là on a Lukaku cette année, on a potentiellement Kylian Mbappé et potentiellement Morata qui serait peut-être vendu à plus de 80 millions d'euros, et Van Dijk, le défenseur de Southampton, qui est valorisé à plus de 70 millions d'euros. Donc on a tous ces gros transferts qui sont un peu le symbole en fait de cette inflation latente et lancinante, et qui est représentée par une stabilisation à mon sens du prix moyen pour ce qu'on catégoriserait comme un bon joueur autour des 40 millions. En fait, j'ai envie de dire que les 40 millions c'est le nouveau 25 millions d'euros. Quand on regarde par exemple en 2011 à 25 millions, qu'est-ce que t'avais du Manuel Neuer, t'avais du Jones, t'avais du Young, t'avais Jordan Anderson, il y avait Gökhan Inler, Alexis Sanchez. À combien? Juan Mata, autour des 25 millions. Samir Nasri, autour des 25 millions. Et je pense que, tu vois, sans faire de prédictions trop avancées, je pense que si ces mêmes joueurs, au même état de forme, étaient aujourd'hui, je pense que ça serait plus autour des 40-45. Donc je pense que le nouveau 40 millions, c'est le nouveau 25 millions. Donc en fait, dans ce contexte-là, l'observation que je fais, en fait, c'est de dire que le rôle du directeur sportif, il est encore plus primordial qu'auparavant. En fait, avant, par exemple, on va prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Quand Leonardo arrive et qu'il allait chercher des Ezequiel l'avait dit à 30 millions ou des Javier Pastore à 40 millions, ou même des Edinson Cavani à 60 millions, je pense que d'avoir fait c'est beaucoup dans un marché qui était moins concurrentiel parce que moins d'argent, moins de puissance financière, moins de clubs capables de sortir beaucoup d'argent et d'aligner des très beaux salaires. C'était plus simple de le faire à cette époque-là, où Leonardo l'a fait, que de le faire aujourd'hui. Et maintenant, je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère où l'argent ne suffit plus vraiment. En fait, l'argent, il faut en avoir, beaucoup, mais il faut aussi réussir à établir des contacts bien en amont et pour avoir un vrai projet, une vraie puissance, en fait, plus que financière, mais une vraie puissance symbolique et même marketing. J'en reviens, par exemple, j'en atteste les cas Higuaín et Dybala, que la Juventus a réussi à tirer moyennant beaucoup d'argent, mais en ayant entrepris ce travail-là, 6 mois en avant, et en jouant sur le côté, c'est la Juve en Italie, il y a pas beaucoup de concurrence, on a avec le directeur sportif, cette puissance en Europe. Les clubs intermédiaires, ceux qui n'ont pas le rayonnement ou l'attractivité historique des clubs de ce que je catégoriserais du top 4, à savoir le Real, le Barça, la Juve et le Bayern, ils doivent donc se montrer extrêmement malins et précoces pour arriver à contourner cette nouvelle concurrence financière. Là, en fait, quand on regarde le marché, ce qui se passe un petit peu, je trouve que ce que fait le Milan AC, donc on sera d'accord ou pas d'accord sur la qualité des recrues, mais c'est quand même assez intéressant. C'est vrai. Depuis que Mirabelli est arrivé, il est arrivé le 20 avril, depuis le 21 avril, il est au travail. Et depuis le 21 avril, il travaille sur les transferts que le Milan a. Après, le Milan AC a de nouveau aussi pu dégager de la surface financière. Ça, je te l'ai dit, c'est une condition sine qua non, avoir de l'argent. Oui. Mais ça suffit pas. Et donc, je pense que des joueurs comme Chana, Conti, André Silva, c'est des joueurs qui avaient des offres en Angleterre, des offres très importantes avec peut-être des salaires plus importants en première ligue, mais le Milan a réussi à l'attirer parce que le directeur sportif a fait un travail acharné depuis qu'il a été nommé, depuis le 20 août. Donc évidemment,
il faut de la surface financière, mais il faut que ton directeur sportif fasse ce travail en amont et qu'il fasse ce travail en amont. Après, tu as aussi l'exemple de l'hypercoach en Angleterre. Mais en Angleterre, c'est pas pareil parce qu'ils ont cette surface financière. Et donc, en fait, de fait, j'aimerais ce petit avis pour en arriver à quelque chose qui nous concerne de plus près. C'est le cas du Paris Saint-Germain et donc d'Antero et Henrique. Voilà. On ne va pas attendre forcément la même chose en fait que pour Leonardo. Leonardo, il était dans un contexte où c'était quand même plus simple d'attirer des grands noms, d'attirer des Lavezzi, d'attirer des Cavani, d'attirer des Pastore, même d'attirer des Zlatan et des Thiago Silva, qui à cette époque-là avaient des offres qui étaient quand même pas aussi importantes que celles du Paris Saint-Germain du point de vue salarial, parce que les clubs en première ligue n'avaient pas encore cette surface financière-là et il n'y avait pas les marchés comme la Chine ou la Turquie. Et en fait, maintenant, ce qu'on va attendre de ces clubs-là intermédiaires, hors du top 4 européen, c'est des directeurs sportifs qui vont avoir des recrutements malins, avec des joueurs peut-être moins clinquants, avec un potentiel de revente qui va être important, un potentiel de rentabilité sportive et financière immédiate pour faire face à cette concurrence anglaise. Et en fait, ce à quoi je voulais en arriver, dans cette démonstration un peu académique, c'est de dire que en fait, la structure du marché des transferts, elle a changé au sens quasi ontologique du terme. C'est un marché qui est totalement différent de ce qu'on vous pouvez avoir il y a 5-6 ans. On a des flux financiers qui sont devenus vraiment démesurés, si on peut mesurer ça à quelque chose, mais c'est des flux financiers qui sont quand même assez importants. Et en fait, j'aimerais en arriver à dire qu'en fait maintenant, pour les clubs hors du top 4, c'est dis-moi quel directeur sportif tu as, je te dirai à quel résultat tu peux prétendre. Mais je pense que maintenant, sans directeur sportif qui fait un travail intelligent en amont et qui rentabilise au maximum la surface financière dont il a à sa disposition, tu peux plus rien faire. C'est vrai qu'en tout cas, c'est une notion dont on entend de plus en plus parler. Là, il y a le cas de Lyon, il y a eu le cas du Paris Saint-Germain. On entend aussi beaucoup parler de Campos à Lille. C'est vrai que c'est une notion dont on parle de plus en plus. Ta réaction, Alpha, et Cordon qui part de Monaco, c'est un jeu très très dur. Moi, là où je suis pas, je dirais plutôt là où je donne un avis, c'est quand Leonardo il amène toutes ses recrues. Moi, je pense pas que c'est plus facile en ce moment-là. T'as moins de concurrence. Parce que t'as beaucoup moins de concurrence. Oui, t'as pas les offres. Tu vois, sur le point de vue salarial, on sait que Lavezzi et Cavani ont eu des offres salariales qui étaient quand même sans commune mesure avec ce que vous pouvez proposer d'autres clubs. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es un début de projet. Non, mais c'est pas parce qu'il y a moins d'argent. Moi, je pense pas qu'à ce moment-là, justement, tu as moins d'argent, par exemple, en Angleterre. Je vais te donner un exemple très précis sur le cas d'Edinson Cavani. Si c'est que Manchester United n'a pas pu s'aligner sur le salaire que Paris donnait. Non, c'est pas n'a pas pu s'aligner. Ah bah si. C'est Manchester. Non, mais c'est que à ce moment-là, le PSG, avec les ambitions que le PSG avait à cette période-là avec Leonardo, le but c'était de monter une équipe costaud avec des grands noms. Et justement, ce que le PSG était prêt à mettre sur la table pour ces joueurs-là, 64 millions Cavani et avec des indemnités de salaire et tout ça, Manchester United n'aurait pas mis ça tout simplement parce que Manchester United n'a pas forcément besoin d'un Cavani pour se faire vendre. Mais t'es malade. Non, mais tu te rappelles pas du tout comment ça s'est passé. Cavani à l'époque, il avait Chelsea, il avait Manchester, il avait le Real, il avait le Barça. Et en fait, ce qui a fait la différence avec le Paris Saint-Germain, c'est que Leonardo avait ses réseaux en Italie et que le salaire, en fait, au dernier moment, ce qui s'est passé, parce que ça c'est un transfert qui s'est bouclé assez tôt, ce qui s'est bouclé en mars, quand Ancelotti était encore l'entraîneur. C'était d'ailleurs un choix d'Ancelotti. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait que Cavani a choisi Paris plutôt que les clubs anglais et les clubs en Espagne, c'est vraiment parce que Paris avait la capacité financière de mettre beaucoup plus. C'est ce que je t'ai dit. En termes de salaire. Mais c'est pas parce que les autres ne peuvent pas s'aligner. C'est ce que je te dis. Mais peut-être que je continue dans ma maladie et que tu vas me guérir peut-être un petit peu plus tard. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'à ce moment-là, quand tu prends Marquinhos, mais quand tu prends un Marquinhos à un prix une trentaine de millions d'euros, t'as personne qui va aller te le prendre. Quand tu prends Lavezzi avec le salaire que tu lui donnes, alors Marquinhos, c'est vrai. Mais Lavezzi, non. Mais moi, quand tu prends Lavezzi avec le salaire que tu lui offres, avait de la concurrence de malade. C'était quoi le but du PSG quand Leonardo vient avec le QSI? C'était de monter une équipe avec des joueurs qui ont des noms ronflants pour simplement c'était ça le projet. Tu peux pas nier. Mais ça c'est faux. C'est faux parce que le projet en fait il est fait avec. C'était pas ça le projet du PSG. Non mais c'est pas des noms ronflants. Les noms ronflants ils arrivent dans un second temps. Leonardo d'abord il construit une équipe avec des joueurs qui sont cotés sur la scène européenne mais qui n'ont pas forcément des noms. Mais en France c'est un nom ronflant ou pas pour toi? Mais non c'est pas un nom ronflant. Mais tu regardais la Serie A ou pas? Mais bien sûr c'était l'un des joueurs les plus en vue en Serie A. Mais bien sûr. Pourquoi tu me dis que tu l'amènes en Serie A? En Ligue 1 c'est pas un nom ronflant de la Ligue 1. C'était pas un joueur confirmé. Mais confirmé d'où? C'était pas un joueur qui était confirmé. Mais pour la Ligue 1 ça reste forcément un très bon joueur. C'était pas un joueur mais bien sûr. Mais si tu attires les faits sur Pastore quand tu l'amènes en Ligue 1. C'était pas un joueur, c'était pas encore un joueur confirmé qui a eu confirmé d'où? Est-ce qu'il s'est confirmé? Mais je comprends pas ce que tu dis. Il venait de Palerme, il venait de Palerme, mais il avait un très bon joueur de Serie A. C'était pas la même chose que quand dans un second temps il fait venir Zlatan et Thiago Silva. Ça a rien à voir. C'est pas la même chose non plus que quand il prend Cavani qui est un attaquant pour le coup qui était confirmé, qui sont en 2013. Le projet il commence à quelle année? En 2011. Mais t'as eu déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 mercato.
Donc c'était aussi à ton 6e mercato. Messieurs, on va accueillir Jean, désolé de vous couper dans votre débat PSG, on va accueillir un supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Jean. Et bonsoir l'After, ça me fait énormément plaisir de vous avoir. Ça nous fait plaisir aussi de t'avoir. En plus, c'est vous qui m'avez appelé, donc ça me fait encore plus plaisir. Au moins c'est gratuit, t'économises l'argent. Voilà. Je regrette qu'il n'y ait pas l'excellent Daniel Riolo, parce que j'aime beaucoup Daniel. Pourtant, oui, je suis supporter de l'OM. Et donc, voilà. Donc pour parler, vous voulez que je vous parle d'Andoni Zubizarreta, forcément, qui est le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Alors je vous écoute beaucoup, parce que pas tout le temps, parce que je travaille le soir, là, je suis présentateur. Mais je vous écoute beaucoup en podcast. J'ai écouté un petit peu tous les podcasts que vous avez fait depuis le début de la semaine. Il y a des choses qui m'ont fait sauter en l'air. Par contre, moi, je suis complètement confiant sur le projet de l'Olympique de Marseille. Je pense que l'OM, contrairement à ce qu'il a été dit, où on dit qu'ils sont en train de baisser le montant des transferts, je crois que justement, et qu'ils ont l'air de découvrir le monde de football, je crois que justement, ils ont très vite compris comment ça fonctionnait et qu'ils sont plus malins que ce que vous croyez, c'est-à-dire qu'ils veulent pas trop annoncer des trucs pour pas se faire plumer comme des pigeons. Et la preuve en est, vous avez un Andoni Zubizarreta qui quand même on n'a pas trop entendu depuis qu'il est arrivé, il travaille et puis poum, dimanche dernier, blam, vous avez Gustavo qui vous pète à la gueule. Attends, Jean, juste, ouais. C'est quoi le rapport avec l'avis tranché sur les directeurs sportifs? Je m'a dit ce que je pense des directeurs sportifs. Moi je suis complètement satisfait du directeur sportif et l'avis que j'ai sur le directeur sportif qui est Andoni Zubizarreta qui travaille dans l'ombre, je trouve que l'Olympique de Marseille, et je suis complètement confiant, c'est par rapport à votre standardiste qui m'a parlé qu'on attendait un grand attaquant. Le grand attaquant, il va certainement arriver. Moi, je pense que si c'est Giroud, je le souhaite, ce sera une très bonne chose, contrairement à un auditeur que j'ai entendu cette semaine qui ne voulait pas. C'est pas que c'est une très bonne chose, c'est que c'est magnifique. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. On ne se rend pas compte de Giroud, quand j'ai entendu l'auditeur qui a dit cette semaine que la pression à Marseille, il n'allait pas la tenir, mais vous rigolez. Il se fait désosser à l'équipe de France par rapport à Karim Benzema. Il rentre, il dit rien, il claque but sur but. À Arsenal, il joue pas chaque fois qu'il rentre, peut-être pas tout le temps, mais il claque, il dit rien, il en prend plein la gueule. Mais à Marseille, moi je l'ai suivi quand il est à Montpellier, puisque j'habite pas très loin de Montpellier. Franchement, c'est un joueur qui serait pour l'OM magnifique, avec à côté des Germain, à côté de Thauvin. Faut pas oublier ce qu'on a déjà, des Thauvin, des Germain, des Payet, des Sanson, avec le petit Lopez, avec Gustavo au milieu. Le seul l'inquiétude que j'ai pour l'OM, que j'ai toujours, c'est la défense. Pour moi, il nous faut une bonne défense. Pour que notre attaque à l'OM puisse avoir sa plénitude et récupérer des ballons hauts, il faut qu'on ait une défense sûre. Parce que c'est ce qui nous a manqué la saison dernière. Et je pense que l'OM travaille bien. Je pense que depuis le début que M. McCourt est arrivé, il en a pris plein la tronche. D'entrée, il a mis un directeur sportif avec un entraîneur, Rudy Garcia. Ils disent rien. Ils font venir Valère Germain. Ensuite, on a Gustavo. Personne s'y attend. Et je suis sûr qu'ils vont encore nous sortir des joueurs. Et je rappelle quand même à tous ceux qui s'emballent sur l'OM, jamais, il faudrait écouter les conférences de presse de A à Z, jamais nous, enfin moi supporter de l'OM, je sais très bien qu'on ne joue pas le titre cette année. Le Champions Project est un projet sur 4 ans. Je crois qu'il faut qu'on se calque sur ce qu'a fait Monaco. On n'est pas le PSG, on n'a pas les moyens du PSG, on n'est pas un puissant fonds financier. Il faut qu'on soit intelligent. Et je pense que ce que fait l'OM, je suis complètement confiant et j'ai confiance pour l'instant. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment comme quoi il va encore arriver des belles choses. Il ne faut pas qu'on soit pressé, mais je pense que le Vélodrome va vibrer cette saison. Voilà, je donne mon point de vue. Je me trompe peut-être, je ne dis pas que vous avez tort, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est ce que je ressens moi. Jonathan. Moi je pense que, écoute, on attend de voir. Je pense que ça travaille dans l'ombre. Zubizarreta, quand je parle du rôle du directeur sportif, je pense qu'il y a quelque chose qui est remarquable chez lui. C'est pas tant sur ce qui se passe sur les marchés des transferts et sur les recrues. Je pense que là c'est plutôt Rudy Garcia qui a la main. Mais là où je trouve ça assez admirable, et ça c'est un autre rôle du directeur sportif, c'est la manière dont il a restructuré le club, où il a redonné à l'Olympique de Marseille un fonctionnement sportif logique, avec les partenariats avec les clubs de région, avec la restructuration. Lui, il peut justement mettre fin à ce marasme qu'on observe depuis des années et des années. Ouais, exactement. Mais après, oui, sur l'OM, ça n'a pas grand chose à voir avec mon avis tranché, mais je pense qu'en fait, du point de vue de l'Olympique de Marseille, je pense que ce que j'apprécie, c'est qu'on avait cette petite phrase de Jacques Henriot de dire qu'il fallait prendre de la tisane. Et en fait, je pense que c'est lui qui a pris de la tisane, parce que par rapport au discours qui était quand même, somme toute, tout feu, tout flamme, au début de la prise de pouvoir de McCourt, en disant ouais, on va mettre 60 patates sur un attaquant, machin et tout, je pense que depuis, ils se sont rendus compte de la réalité du marché, qui est donc devenu hyper concurrentiel
concurrentiel et hyper inflationniste, de voir que justement cette hausse des prix allait un peu contrecarrer leur plan, et du coup je les trouve beaucoup plus modestes dans le discours, et du coup tu vois, à la lueur de ce discours, quand on voit les faits, on peut être que satisfait. Allez, très bien, c'était ton avis tranché, Jonathan, sur les directeurs sportifs. On va peut-être rester dans la série directeurs sportifs. Mon avis tranché dans quelques instants. On va parler de Lille et inévitablement du directeur sportif lillois qui est en train, à mon avis, de construire une espèce de masse d'or. Enfin, en tout cas, il va s'asseoir sur un tas d'or. Le directeur sportif, l'entraîneur et toute la direction de Lille, parce que franchement, je trouve que le recrutement est hyper intelligent, et je vais vous le dire dans quelques instants dans l'after sur RMC BFM Sport. À tout de suite, 22h39.